La bienvenue à vous toutes et à vous tous. L'occasion de vous re-souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à celles et ceux qui nous suivent en direct ou en différé, une belle et heureuse année 2025, ainsi qu'à l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS. Je voudrais vous indiquer que c'est Madame Isabelle Madrid qui sera la secrétaire de séance, en vous précisant que Mathieu Joyon donne procuration à Madame Rondeau, que Madame Micouane donne procuration à Madame Chabat, que Madame Ludlow donne procuration à moi-même, Monsieur Garrigue à Madame Salé, Madame Demarco donne procuration à Madame Ramy et Monsieur Dorian Alloy à Monsieur Alain Casabonne jusqu'à son arrivée. Madame la secrétaire générale, la secrétaire tout court d'ailleurs, vous avez la parole. Avec le micro, s'il vous plaît. 5 délibérations dont le maire sera rapporteur. La première, approbation du procès-verbal de la séance publique du 25 novembre 2024. Merci. Est-ce que ces procès-verbaux appellent des remarques qui sont adoptées? Oui, Monsieur Joliot. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Juste deux petites coquilles. À la page 5, dans la longue tirade de Monsieur le maire en bas à droite, à la ligne numéro 7, il y a écrit Madame Dumont, alors je pense que c'est Madame Kellier qu'il faudrait écrire. Et à la ligne 8, il y a le mot « jamais » vers le milieu de la ligne qui, à mon avis, s'est invité là de façon inopportune. J'ai pas compris la deuxième remarque. Ligne 8, vers le milieu de la ligne, il y a le mot « jamais », même si « jamais » c'est dans des contextes particuliers. Je pense que « jamais » n'est pas opportun à cet endroit. D'accord. Écoutez, je vous propose qu'on prenne en compte ces deux modifications sur la base de ce qui est rapporté dans le compte-rendu vis-à-vis du verbatim, parce qu'il peut nous arriver de mal parler. Et moyennant ça, évidemment, si jamais c'est le cas, on les changera. Merci beaucoup pour votre lecture attentive. D'autres remarques? Adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Alors, décision municipale, information du Conseil. Avez-vous des questions sur les décisions municipales? Madame Ramy, je vous en prie. Oui, alors, excusez-moi, le temps que je retrouve mes petits. Ça concernait les décisions municipales 8 et 19. Donc, des avenants. Hop. Alors, excusez-moi. Oui. Donc, juste faire une demande plus élargie par rapport au budget qui va arriver bientôt, à savoir qu'on note quand même, et c'est pas la première fois qu'il y a des avenants qui font gaper le prix des travaux. Demander dans le prochain ROB et le PPI, savoir si vous aviez bien pris en compte le fait que les montants initiaux prévus sur les travaux pouvaient être augmentés et quel pourcentage vous avez mis en marge de sécurité, par exemple. Oui, pas de problème. Et en tout cas, il y a toujours une marge, d'abord qui est intégrée par le programmiste, ce qu'on appelle la marge pour aléa, qui est systématiquement intégrée à tous les programmes. Et je vous confirme que les éventuels avenants, en plus ou moins-value, mais en général en plus-value, sont intégrés dans chacun des projets. Voilà. Et ce qui est demandé systématiquement au service, c'est qu'en cas de dépassement budgétaire, c'est de trouver éventuellement un ajustement du programme en conséquence, de manière à pouvoir revenir dans les clous initiaux. Mais je vous confirme que tous les montants qui sont prévus sont les montants qui sont actualisés. D'autres questions? Madame Kellier. Pardon, bonjour à toutes et à tous. C'était la décision municipale, je vais y arriver, numéro 24, pour avoir une confirmation par rapport au montant. Donc l'accord cadre avec l'association Réagir, c'est bien 500 000 € maximum, c'est ça? Alors, vous êtes sur ça la me semblait 24. Beaucoup. Oui, c'est bien 500 000 € maximum, oui. Alors, en sachant que le montant constaté sur les 4 dernières années est compris entre 130 000 et 154 000 €. Donc, on est très loin du montant maximum. Mais en ce montant, en mettant maximum, ça nous évite d'avenanter les marchés. En l'occurrence, l'accord cadre. Monsieur Joliot. Oui, question numéro 10. Je constate que la levée de l'option et la non-levée de l'option ont le même prix. Donc, je suppose qu'on va lever l'option. C'est une très bonne question, Monsieur Joliot. Et je propose que le service des sports vous fasse une réponse sur cette question. Je ne sais pas vous répondre.
En tout cas, si c'est le même prix de ne pas la lever que de la lever, je vous confirme que voilà. Donc, mais on vous répondra là-dessus. D'autres questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération numéro 3, rapport d'activité du syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, année 2023. Alors, vous le savez que la commune utilise actuellement les services du SDEG à travers notamment le contrat d'achat énergique électrique de gaz qui est valable jusqu'à fin 2026, des accords cadres sur des missions ponctuelles, sur lesquelles nous sommes notamment sur la chaudière biomasse du stade nautique, etc., et des conventions de transfert de compétences pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du parc d'éclairage public. Et je voudrais, il m'a semblé intéressant de laisser la parole à Dominique Hiriart, qui est très au fait de ces sujets et qui siège au SDEG, de manière à nous faire effectivement un point plus global, en plus de tout ce qui est le rapport d'activité 2023, de manière à rappeler l'importance de ce syndicat pour notre commune. Madame Hiriart, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Quelques mots rapides, mes chers collègues, pour accompagner les documents qui nous ont été envoyés. Ça ne peut pas être élargi comme image. Donc, nous ont été envoyés dans notre dossier le rapport d'activité 2023 dans son entièreté et une synthèse en 4 pages afin d'en faciliter l'accès. Je rappelle pour mémoire que le SDEG étant une collectivité publique, nous devons passer en délibération son rapport d'activité de manière annuelle, comme nous le faisons pour la métropole. Donc nous avons là un parallélisme de forme qui s'applique. Alors j'ai demandé donc, c'est la raison pour laquelle je souhaitais que ce soit élargi, pour que vous puissiez lire quand même ce qui est affiché. J'ai demandé à projeter les données purement talençaises de ce rapport, uniquement disponibles sur l'application Le SDEG et moi. Donc en disposent les délégués de la commune au SDEG, que sont Jean-Jacques Bonin, Guillaume Garive, Xavier Joliot et moi-même. Donc il me paraît en effet intéressant de donner un aspect concret à ce rapport qui, pour notre commune, concerne l'électricité, l'éclairage public et la transition énergétique, tout en le situant dans un ensemble plus vaste, celui de l'activité du syndicat. Donc je ferai quelques commentaires de ce qui vous est projeté. Il faudrait que... Voilà... baisse un peu... non. Oui, enfin, l'image n'a pas d'intérêt. L'image du poteau électrique n'a pas d'intérêt. Voilà, merci. Donc on voit que le nombre de clients en basse tension a légèrement augmenté. Il est passé de 27 300 en 2022 à 27 517 en 2023. Le temps de coupure moyen s'établit à 29 minutes pour la commune quand il ne baisse pas, quand il est de 115 minutes sur l'ensemble du département. Donc c'est la ligne que vous voyez juste, voilà. Que la résorption des fils nus est très largement engagée, puisqu'on a en fait 70% des fils nus qui ont été remplacés par du torsadé en 2023. Le fil torsadé est moins sensible aux intempéries, donc ça permet de justement réduire les temps de coupure éventuels dès qu'il y a des aléas climatiques, avec notamment le vent est l'élément le plus effectif par rapport à ce problème, et que notre réseau HTA est enterré en totalité. Tu peux passer à la page suivante, s'il te plaît. Donc, pour ce qui est de l'éclairage public, des travaux à hauteur de 45 000 € ont été réalisés et financés par le SDEG en 2023. Vous avez la liste des travaux réalisés à l'écran. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, puisque l'année précédente, les travaux d'éclairage public représentaient presque 500 000 €. Tu peux baisser... voilà, avant... Stop. Voilà, 494 005,93. Page suivante. Alors, pour ce qui est de notre participation au groupement d'achat, 209 points de livraison sont gérés en électricité contre 48 en gaz. À noter que notre consommation en gaz est supérieure à celle de l'électricité. La facture d'électricité, elle, est pour autant plus élevée. Donc ça tient au prix de la molécule, naturellement. Page suivante. Et donc, c'est quand ça ?
En 2023, la collectivité a sollicité le SDEG pour établir son schéma directeur immobilier éligible au fonds Chêne. C'est vrai que la réforme a permis de le faire, mais voilà, c'est quand même assez surprenant. Mais surtout, c'est l'excédent financier annuel qui m'a un peu interpellé. Donc du coup, j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé un article fort intéressant de Sud-Ouest qui parle d'un rapport de la Cour des comptes qui date de décembre, où il est fait état de quelques remarques que je vais vous indiquer, notamment qu'après les 9 millions de trésoreries générées depuis plusieurs années pourraient être utilisés pour baisser les charges des adhérents ou encore investir dans la transition énergétique, qu'il y a un problème de gouvernance, puisqu'ils font état d'un mode de fonctionnement relativement particulier, et notamment d'un comité syndical qui compte pas moins de 769 membres. Je ne vois pas comment on peut arriver à gérer la gouvernance avec ça. La qualité de service qui serait 60% inférieure à la moyenne nationale et qui se dégraderait tous les ans. Voilà. Donc, s'agissant d'un EPCI qui, à l'origine, visait à diminuer les inégalités sur le territoire en matière d'électricité, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un regard trop critique, surtout vu les résultats qu'il a. Par contre, c'est vrai que les questions soulevées par la Cour des comptes nous interpellent quand même. Voilà. Alors, la question est de savoir si les questions sont posées par la Cour des comptes ou par l'article du journaliste de Sud-Ouest. Alors, ils sont bien dans le rapport de la Cour des comptes, hein, je vous confirme, je l'ai relu. Ce qui est cité, c'est l'article de Sud-Ouest. Donc, moi, j'invite chacun d'entre vous... Alors, d'abord, une chose. Ici, on parle du rapport d'activité 2023. Le rapport de la Cour des comptes est paru en 2024, ce qui veut dire que ça fera l'objet du rapport d'activité de l'année prochaine, premièrement. Deuxièmement, en revanche, effectivement, ce rapport a fait 8 recommandations, ce qui est plutôt peu par rapport à l'ensemble des syndicats en France. Donc il sera intéressant d'aller faire des recherches sur les différents rapports, sur les différents syndicats en France. Ensuite, concernant l'excédent de 9 millions d'euros, alors ce n'est pas un excédent, c'est une sorte de ligne de trésorerie, un fonds de roulement, c'est un fonds de roulement en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est de la bonne gestion. Le SDEG investit 45 millions d'euros par an. Les entreprises qui font les travaux ont des devis qui peuvent monter à 450 000 jusqu'à 1 million d'euros parfois. Les ressources du SDEG, elles, sont soumises à des aléas, puisque ce sont les redevances de concession qui émanent des concessionnaires, donc Enedis et Gaz de France. Le FACÉ, qui chaque année est remis en cause par le ministère du Budget. Donc, en fait, les ressources sont aléatoires, leur versement est lui-même aléatoire quant au moment où il va intervenir. En revanche, les travaux, eux, ils sont en continu et le SDEG met un point d'honneur à régler les entreprises une fois que les travaux ont été terminés. Donc, en fait, c'est ce qui lui permet, ce fonds de roulement, c'est ce qui lui permet de payer les entreprises au fur et à mesure de l'avancée des travaux sur l'ensemble du territoire départemental. Alors ensuite, je précise que le SDEG n'est pas en charge de la fourniture d'énergie. La fourniture d'énergie, ce sont les concessionnaires qui l'ont en charge, Enedis, Gaz de France. Le SDEG est en charge de l'électrification, c'est-à-dire du réseau, en fait, hein, du réseau, voilà, et du bon état du réseau. Alors, concernant la baisse de qualité, il se trouve que nous avons un département le plus grand de France, qui a la particularité d'avoir des zones rurales aussi importantes que la zone urbaine, donc des kilomètres de lignes qui sont beaucoup plus importants que dans beaucoup d'endroits, ce qui forcément fait diminuer la moyenne par rapport à des départements où il y a moins de tempêtes, on va le dire comme ça.
Donc, comme on a une façade littorale qui est très importante et qu'on a un département qui lui-même est très important, le plus grand de France, je le répète, donc forcément, plus de kilomètres de réseau et donc forcément plus de soumission aux aléas. Voilà. Alors, concernant la gouvernance, c'est une question qui est en train d'être traitée avec la préfecture. Et de toute façon, nous en reparlerons l'année prochaine, puisque l'année prochaine, ce sera le rapport 2024. Mais je vous invite d'ores et déjà à aller consulter ne serait-ce que la page d'accueil du rapport de la Chambre. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire la phrase d'accroche de ce rapport. Le syndicat départemental énergie et environnement 33, contrôlé par la CRC, doit mieux surveiller la qualité du service de distribution d'électricité et gaz et trouver une utilité à ses marges financières de 9 millions d'euros. Je ne pense pas que cette phrase réponde à l'accroche du journaliste Sud-Ouest qui disait que la Chambre étrillait le syndicat départemental. Quand je lis cette phrase, je n'ai pas le sentiment qu'on étrille. Et par ailleurs, je terminerai par le titre d'un autre journal qui a fait un rapport un article plutôt sur ce rapport, et qui est titré « Compte public de l'analyse faite par la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine sort que le syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, SDEG, devrait mettre davantage d'énergie dans sa gouvernance ainsi que dans l'utilisation de son trésor financier. » Donc ça n'est pas non plus du tout, pourtant c'est le même groupe, puisque ce journal appartient également au groupe Sud-Ouest, ce n'est pas non plus le même titre que celui du journaliste de Sud-Ouest. Donc j'invite chacun à aller lire le rapport et comme ça chacun pourra se faire une opinion éclairée par sa propre appréhension du texte de la Chambre. Merci. Merci beaucoup de rappeler que cette gouvernance regroupe des maires de toutes les sensibilités et des vice-présidents de toutes les sensibilités, que les rapports de la Chambre régionale des comptes, nous avons eu l'occasion de lire celui qui concerne la mairie de Talence, par définition, contiennent des éléments qui doivent être modifiés, améliorés, c'est ce que indique Dominique. Évidemment, après la lecture qui en est faite par les uns et pour les autres peut avoir on va dire, un élément un peu plus appelant pour tel ou tel lecteur. Comme le rappelle le même article de Sud-Ouest, il y a beaucoup de structures qui voudraient savoir comment gérer un excédent de 9 millions d'euros. Donc on peut le voir aussi comme un élément, parfois on se fait critiquer quand on est en déficit et parfois quand on a trop d'argent. En tout cas, comme l'a indiqué Madame Iréart, le président du SDEG et l'ensemble du comité directeur, écoutez, va prendre en compte tous ces éléments et il lui appartiendra de donner ces éléments à la Cour. Monsieur le sénateur. Oui, je ne vais pas rentrer directement dans le sujet concernant le SDEG, juste pour vous attirer votre attention sur un phénomène qui est en train de se développer. C'est mieux ? Parfait. Oui, étant dans le groupe énergie du Sénat, on a eu une présentation l'autre jour du président directeur général d'EDF qui nous a fait part de ses inquiétudes et ce qu'il souhaitait voir. Le problème d'EDF aujourd'hui, depuis la mise en service de l'EPR, c'est qu'on a un excédent d'électricité très important et qu'on en vend beaucoup dans la journée, notamment à l'Allemagne. Et qu'on construit de plus en plus d'éoliennes et de cellules photovoltaïques. Ce qui est bien. Ce qui gêne EDF, c'est qu'ils ne peuvent plus ingérer dans le réseau le surplus d'électricité. Alors leur souhait serait de dire, nous, il nous faut plus de barrages. Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'ils veulent des systèmes qui sont modulables. Dans le jour, on a trop de production d'électricité et la nuit, tout ce qui est éolien, cellules photovoltaïques ne fonctionne pas. Donc leur souhait, ça serait, on peut le dire à toutes les collectivités qui en créent, c'est de voir s'il n'y a pas derrière la création de toutes ces énergies renouvelables, d'imposer le système de fabrication de l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que l'électricité n'est pas stockable, et c'est ce qu'on va faire sur toutes les éoliennes en mer. On va fabriquer directement de l'hydrogène au pied des éoliennes, de manière à pouvoir transporter cette énergie transformée en énergie liquide. C'est extrêmement important parce que EDF ne sait plus comment ingérer la journée. Si c'était produit la nuit, il n'y a pas de problème, il l'ingère et il y a beaucoup de consommation d'électricité la nuit. Mais le jour, ils ne savent pas comment intégrer ce surplus d'énergie. Donc c'est un peu quelque part d'énergie qui se perd, puisqu'on ne peut pas la stocker. Donc ils sont demandeurs de barrages et de
qu'on incite tous les opérateurs qui font, pas le particulier, mais qui font d'énormes installations d'éoliennes ou autres, à prévoir la transformation de cette électricité produite. C'est extrêmement important pour l'énergie en France. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Monsieur Joliot. Oui, merci. Alors, en tant que délégué de la commune Ousdeg, je voulais donner mon sentiment sur la chose. D'abord, je voudrais dire que quand on est un simple élu de base, on n'a pas forcément la formation et l'information pour être capable de comprendre la totalité des enjeux et la totalité des questions financières qui y sont liées. On apprend beaucoup, c'est-à-dire qu'on a d'abord une phase de formation qui est importante, c'est-à-dire savoir de quoi on parle, de quoi ça parle, comprendre la nature des enjeux, leur nombre élevé aussi. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait un consensus, et pas relatif, qui était total, c'est-à-dire que, pour le dire vite, du PC à la droite, tout le monde vote la même chose. Je crois que la première année, je me suis abstenu, comme un bon insoumis que je suis, mais on devait être 2 ou 3 à le faire. Donc j'ai constaté que globalement, personne n'avait jugé utile de dépenser de l'énergie pour mettre en place des groupes de travail pour décortiquer réellement la nature du SDEG et de chacune de ses actions pour pouvoir proposer une alternative. C'est-à-dire qu'on peut toujours décider de s'opposer à telle et telle chose, on peut toujours décider d'améliorer les process, de contester des axes de développement, mais à un moment donné, il faut pouvoir produire une alternative, c'est-à-dire être capable de mettre en place des compétences qui définissent la possibilité de faire autre chose à la place. Moi, j'en suis incapable, donc j'essaye chaque année de comprendre en gros où on en est, du développement des énergies, du renouvellement des canalisations, etc., de voir comment petit à petit les syndicats de communes qui étaient en dehors du SDEG rejoignent le SDEG pour pouvoir s'équiper. Et je trouve que le SDEG, par rapport à cette question, fait plutôt bien le travail, puisque de nombreux syndicats de communes l'ont rejoint pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir passer justement en termes de transition écologique à des modes moins gourmands, et puis pour pouvoir mettre en place des modes alternatifs, etc., équipés en bornes électriques pour le chargement des véhicules. Enfin, voilà, on essaye d'apprendre et de comprendre. Quant à produire une alternative, c'est-à-dire décider qu'on pourrait faire autrement, et arriver avec le bagage pour ça, je crois qu'il y a quand même une grande marge. Moi, je m'en sens absolument incapable. Par contre, ce que je suis capable de comprendre, c'est que si on veut faire mieux, il faut pouvoir le faire aussi sans casser les encours, c'est-à-dire tous les chantiers qui sont à l'œuvre et qui sont nombreux. La Gironde, ça a été dit par Dominique, c'est un grand département avec effectivement une façade atlantique qui est soumise à des aléas climatiques, avec aussi des choses particulières. Par exemple, pendant longtemps en Gironde, l'éclairage public, qui théoriquement est facturé poste par poste, ne l'était pas par Enedis. Et Enedis, à un moment donné, a choisi de dire la Gironde reste une exception, on va rattraper le retard. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour comprendre aussi que la situation du département est forcément particulière à divers égards. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour ce que j'ai pu constater personnellement, je trouve que par rapport aux enjeux, le travail est plutôt pas mal fait parce qu'ils sont réalisés, les travaux sont réalisés dans l'équilibre financier, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas une mince affaire. Merci beaucoup, mon cher collègue. En précisant que certaines collectivités, notamment les plus rurales de la Gironde, bénéficient du coup d'un effet de cliquet, une expertise technique que le SDEG peut leur permettre d'acquérir et de rénover beaucoup plus facilement parce qu'elles n'ont pas les capacités d'ingénierie que peuvent avoir les plus grandes communes. Merci beaucoup. Madame Kreller-Dennec. Oui, peut-être pour finir. Je voulais juste dire que notre collègue s'est appuyé pour interroger Dominique Thiriart sur le rapport de la Chambre des comptes et pas sur l'article de Sud-Ouest, que connaissant, vous êtes certainement plusieurs ici, combien la Cour des comptes utilise un vocabulaire pesé, choisi. Les observations montrent toutefois des choses qui peuvent, en tous les cas, qui appellent à se repencher sur la question et en particulier sur l'organisation des décisions, qu'il s'agit bien d'argent public et je veux bien qu'on parle de bonne gestion, mais lorsqu'on a des fonds de roulement très importants chaque année, c'est de l'argent public qui n'est pas utilisé et qui devrait certainement être investi directement dans le territoire. Les 465 communes n'ont certainement pas des experts tous pour comprendre et pour décider en toute connaissance de cause. C'est pourquoi ils font confiance
aux gens qui sont au bureau ou en tous les cas au poste important. Et nous regarderons avec beaucoup d'attention le rapport de l'année prochaine et les progrès très certainement qui seront faits dans ces domaines. Merci. Pour conclure, Madame Hiriart. Oui, non, je voulais juste rajouter pour éclairer quand même, puisqu'apparemment il y a une fixation qui est faite sur cet excédent financier que nombre de collectivités aimeraient bien avoir. Je suis certaine que le département est dans ce cas-là. Pour dire que chaque année, depuis à peu près 10-12 ans, le syndicat départemental vote une ligne de trésorerie à hauteur de 2 millions d'euros, donc malgré les 9 millions, qui jamais à ce jour n'a été activée, mais pour le cas où, justement, elle se retrouverait dans une situation où elle aurait besoin d'avoir de la trésorerie supplémentaire par rapport à son fonds de roulement habituel. Voilà. Merci beaucoup. Et donc le Conseil prend acte du rapport, donc il n'y a pas de vote. Madame la secrétaire. Merci Dominique pour la présentation. 4e délibération, la bourse Marc Labourdette. Édition 2025. Oui, vous savez qu'en 2021, nous avions créé cette bourse en hommage à notre collègue, dont on a encore une pensée aujourd'hui, suite à la démission donc, de Madame Dumont, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, il est proposé, donc, vous nous avez donné le nom de Olivier Peyrelongue pour composer les 5 membres qui décideront donc de l'argent, donc des 5 000 € de cette bourse Marc Labourdette, qui notamment permet d'accompagner les projets d'innovation, notamment des entreprises innovantes talençaises. Y a-t-il des remarques? Non, le vote pour l'unanimité. Je vous remercie. Délibération sur les denrées alimentaires et boissons par le groupement de commandes ADARS, ce qui veut dire achat de denrées alimentaires pour les restaurants de collectivités d'entreprise. Passation d'un avenant numéro 6 à la convention constitutive. Alors, c'est une très longue délibération éminemment technique, dont vous voyez en fait à gauche et à droite ce qui permet de le faire, les différentes choses. Je voudrais vous rappeler évidemment que nous sommes adhérents de la DARS depuis près de 13 ans maintenant, que les modes de calcul du montant de la redevance évoluent comme précisé conformément à ça, et donc il s'agit juste d'un avenant sur cette convention. Je voudrais quand même profiter de cette occasion pour donner à connaître au conseil municipal et aux différentes personnes la qualité du travail qui est mené par nos équipes des cuisines municipales qui, je le rappelle, servent des plus jeunes aux plus anciens, puisqu'une résidence autonomie est servie par nos cuisines municipales. Je voudrais vous rappeler vous informer plus exactement qu'en 2024, nous aurons servi 33,45% de produits bio. Je vous rappelle que la loi Egalim fixe à 20% le seuil minimal et que 20% des communes seulement respectent ce seuil. Donc on pourra toujours nous dire que certains font mieux, mais en tout cas on fait bien. On est passé de un peu moins de 25% en 2023 à 33% en 2024. Les produits SICO, c'est-à-dire on va les appeler vulgairement des produits de circuit court, représentent 54% des produits contre 46% l'année d'avant, avec un pic à 60% au mois de décembre. Tout cela, avec en plus une demande, des recherches de subventions, notamment d'Agrimer, qui récompensent tout ça. Et donc l'occasion a été donnée de mettre en lumière ce premier service municipal, parce que c'est le service municipal le plus utilisé tous les jours, avec 2500 personnes qui l'attendent. Et puis justement de les encourager à continuer dans cette voie, dans l'attente évidemment du début des constructions des nouvelles cuisines municipales, dont les premiers coups de pioche sont attendus au mois, on va dire cet automne, et une livraison donc au cours de l'année 2027, conformément au programme que nous avons adopté. Nous sommes actuellement dans la partie mise au point des différents marchés, puisque l'architecte est retenu et que le permis de construire sera prochainement déposé pour un début des travaux. Mais je ne voulais pas manquer de mettre en valeur le travail de ces femmes et ces hommes qui ont vraiment pris à bras-le-corps cette chose et qui sont responsables notamment d'un repas très équilibré pour les petits, et qui, malheureusement, pour certains, est souvent le seul repas équilibré de la journée, donc l'occasion de mettre en valeur le travail de cette formidable équipe à nos côtés. Y a-t-il des questions
Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? On adopte à l'unanimité. Je vous remercie. Une délibération rapportée par Madame Fabre-Tabourin. La participation au concours des rubans du patrimoine concernant la rénovation du château Margaux. Oui, alors là, je crois que tout est dit dans le titre. Il s'agit de bien vouloir approuver la constitution du dossier de participation à ce concours. On voudrait inscrire le château Margaux, puisqu'on ne peut présenter ce concours que sur la base de travaux réalisés, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte s'y rapportant. L'objectif, c'est d'être évidemment lauréat, d'avoir une très belle plaque et de se répartir 15 000 € avec les autres candidats. On cherche toutes les subventions qu'on peut trouver. Madame Grélard-Denec. Oui, c'est une question voilà, contiguë, si je puis dire, puisqu'on est dans la rénovation. Voilà, moi, j'ai été interpellée hier sur le marché par une personne qui s'inquiétait sur la rénovation ici du parc Pexoto, de bâtiments, de moisissures ou de choses. Et donc, une fuite d'eau dans les toilettes du parc, c'est ça? Voilà. J'ai été donc interpellée voilà, par la même personne. est-ce que vous pourriez y répondre et me mettre éventuellement en copie de cette réponse? Absolument. J'ai reçu un mail dont j'ai pris connaissance hier. J'ai saisi le service des bâtiments et il y a en effet une fuite. On est en train de regarder ça. Comme tous les aléas de chantier, je pense qu'en plus, avec le climat qu'on a eu récemment, Tout à fait. ce n'est pas la première des fuites qu'on va pouvoir observer. Donc oui, bien sûr, je vous tiendrai informé. On a saisi le service. Alors, c'est hors chantier puisque c'est à l'intérieur. Bon, bref. Mais oui, mais ça a un effet sur le chantier, puisque évidemment, ça on est en de train nouveau de... ce qui a été rénové. On est en train de regarder cela. Merci. Absolument, je vous en prie. L'occasion de vous rappeler que Margaux a révélé toute sa beauté dans son cadre rénové, que comme vous le voyez autour de nous, les travaux du château Pexoto ont commencé depuis quelques jours, et que donc le chantier suit son cours avec ses aléas forcément. Mais comme j'ai eu l'occasion souvent de le dire, que les personnes qui nous écoutent aillent échanger notamment avec les ouvriers, avec des compagnons qui travaillent la pierre de façon passionnante et qui sont en train de mettre un point d'honneur à sauvegarder un patrimoine exceptionnel qui pourra continuer à faire rayonner notre ville. Y a-t-il des votes autres que pour à cette délibération? Je n'en vois pas et je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. 5 délibérations rapportées par M. Gestin. Donc la première est la subvention du Centre communal d'action sociale pour l'année 2025. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors inutile de vous dire que en matière budgétaire, ce début d'année est particulièrement flou, puisque alors nous avons eu l'occasion d'en parler avec les responsables des groupes politiques qui pouvaient se libérer, et donc nous sommes en attente d'un certain nombre d'éléments au niveau de l'État pour savoir réellement vers quoi on va. Pour autant, nous avons pris la décision de sanctuariser toute la partie association et autres, donc pour les 2 délibérations à venir, et notamment pour le CCAS. Donc là, je vous propose une subvention de 4 100 000 € qui correspond et à la demande et au montant de l'année précédente. Et dans ce contexte, il n'est pas rien de maintenir inchangées les subventions. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous serons également attentifs aux participations des autres collectivités publiques. La ville de Talence n'est pas le seul contributeur au CCS et au reste, de manière justement à ce que ce tissu associatif, singulièrement le CCS, dont l'action ne va être à mon avis que plus renforcée par la crise qui nous guette, puisse continuer à avoir les moyens de fonctionner. Mais nul doute que notre représentation pluripartite, y compris dans d'autres instances, nous permettra de maintenir inchangées les subventions. En tout cas, c'est le choix de la ville de Talence. Y a-t-il des questions? Madame Ramy. Oui, c'est juste dire que nous sommes totalement en accord avec cette délibération, qu'il est effectivement important d'avoir un soutien financier aux gens qui en ont besoin. Donc, OK. Et juste valider le fait que cette délibération permet de verser l'argent au CCAS. Donc, c'est une opération de trésorerie, afin qu'il puisse se mettre en paiement. Et la deuxième question, pour être bien sûr, c'est qu'on ne déroge pas au fait qu'il puisse y avoir une augmentation en fonction du budget 2025 à plat.
Oui. Alors, clairement, la délibération, et ça va être la même chose pour la délibération suivante, nous avons fait le choix de verser la totalité des subventions et pas une avance comme on le faisait il y a quelques années, parce qu'on considère que de toute façon, on ne touchera pas au socle, et donc on part là-dessus. Et évidemment, mais c'est valable pour l'ensemble des structures, ça nous est arrivé de passer des subventions exceptionnelles ou complémentaires en cours d'année. Donc évidemment, ça marche pour le CCAS dans le cas où la situation le nécessiterait, dans un contexte budgétaire qui se veut contraint et serré. Et de vous rappeler que cette subvention était de 3 850 000 il y a encore 3 ans. Donc la ville ne fait pas que maintenir, elle l'a maintenue d'une année sur l'autre, mais elle a augmenté très significativement pour justement accompagner les actions du CCAS. Et l'occasion ici de remercier les membres du conseil d'administration du CCAS qui se réunissent dans cette même pièce, dans une atmosphère dépolitisée et apaisée, et avec également des membres bénévoles qui nous accompagnent et qui nous permettent de prendre des décisions tout au long de l'année. Nous avions parlé justement de faire une présentation des activités du CCAS. On le fera au cours de l'année parce que je pense que ce sont des actions qui méritent d'être mises en lumière plus régulièrement. Y a-t-il d'autres observations? Les votes pour tout le monde? Je vous remercie. Subvention aux associations pour l'année 2025. Je vais donc vous proposer de vous épargner la lecture de l'ensemble des montants des subventions qui sont accordées. Le principe général, c'est que nous sommes dans la reconduction identique à l'année précédente. Il y a quelques exceptions avec une légère augmentation ou une légère diminution. Mais le principe de base est qu'on était en reconduction des montants de l'année précédente. Avant de vous demander si vous avez des non-participations, vous précisez que, compte tenu de différents textes qui nous régissent, et bien que Dorian Alloy ne participe pas à la subvention, au vote de la subvention du Football Club de Talence, que Mme Baligan ne participe pas au vote sur l'association de chasse de Vinal-d'Ornon et de Talence, que Mme Bonoron ne participe pas aux subventions du comité de quartier post-mairie de mémoire et patrimoine de Talence et la fédération des comités de quartier, que Mme Danielle Castagnera ne participera pas à Talence événements, que M. Alain Casabonne ne participe pas au Football Club de Talence, à la subvention, que Mme Chabat ne participe pas à la fédération, à la subvention, vous m'avez compris quoi, hein, des comités de quartier de l'amicale franco-espagnole talençaise et mémoire et patrimoine de Talence, que M. Herchouk ne participera pas au vote pour l'UST Box, M. Delgado pour l'UST Athlétisme, M. Gestin pour le Nautil, M. Larose pour l'UST Gymnastique, Mme Rondeau pour le comité de quartier Aubryon, Mme Salé à la Fédération des comités de quartier de Talence et le comité de quartier La Fauvette, et M. Christian Penn pour le comité de quartier La Fauvette. Alors, Madame Kellier. Comme vous l'avez dit, je pense qu'effectivement, il faut continuer à soutenir les associations talençaises qui permettent de maintenir, étayer le tissu social de notre commune. Et c'est pourquoi je m'interroge toujours sur la subvention que l'on accorde à une association qui s'appelle, je crois, Métro de Bordeaux. On lui accorde 1 000 €, on reconduit cette année les 1 000 €, alors que je crois même qu'elle n'a pas fait de demande écrite et que l'année dernière, on avait voté ces 1 000 €, bon, qu'elle n'a finalement pas touché, alors qu'elle n'avait pas déposé de dossier ni de rapport d'activité sur l'année précédente. Donc voilà, 1 000 € pour beaucoup d'associations, ça n'est pas rien. Pour moi, c'est une association qui n'est pas prioritaire par rapport à notre tissu social justement local. Donc s'il faut faire des choix en cette période de restriction, je ne pense pas que ce soit ce choix, ou en tout cas pas à ce montant-là. Et l'année dernière, j'avais consulté les dossiers en mairie et j'avais été étonnée, et je vois que c'est reconduit à l'identique aussi cette année, que la prévention routière, qui avait demandé 500 € n'en avait reçu que 80. Pour moi, la prévention routière, c'est quand même beaucoup plus important qu'une association de lobbying pro-métro. Merci pour cet art de la nuance. Madame Ramy. Oui, je voulais dire que je n'allais pas prendre part au vote pour l'association Talence Événements. Je voulais aussi souligner, et je l'avais déjà dit, que certains ou certaines ont des liens de parenté avec des associations. Et je pense qu'il serait opportun qu'il y ait là aussi des NPPV pour cause de conflits d'intérêts. J'en ai 2 en tête. Donc je pense que ça serait assez intéressant.
Vous savez pas, bon, ben, je vous le dirai après. Oui. Voilà. Parce que, alors, il est, je le rappelle, et c'est la loi qui le fait comme ça, le service de l'administration générale envoie des recommandations et il appartient à chaque élu, majorité, minorité, de faire état de différentiels, enfin, d'un élément. Et donc, à notre connaissance, il n'y a pas ça, mais je vous propose effectivement d'en parler de manière à ne pas citer de nom dans ce conseil. Et je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes de... Oui, pardon, vas-y, vous n'avez pas terminé, Madame Rami. Oui, j'ai pas terminé, excusez-moi. Juste, j'avais une question sur les associations qui sont le CAJ Mixité. Alors, j'ai regardé par rapport à l'année dernière, il y avait une subvention pour Bagatelle qui n'y est plus. J'ai pas eu le temps de vous demander, donc j'aurais voulu savoir ce qui se passe avec Bagatelle. Tout a été expliqué à Madame Grélard. Tout simplement, cette subvention n'est pas présentée à ce conseil parce que nous sommes en train de l'affiner et nous présenterons la subvention du centre social au cours du prochain conseil municipal, si je ne dis pas de bêtises. Très bien. Voilà. Et ensuite, alors, je pense qu'il va y avoir plusieurs votes. Alors, je vous propose peut-être qu'on prenne toutes les questions et comme ça, vous nous donnerez votre vote. Monsieur Joliot. Oui, moi j'avais une question concernant les comités de quartier. Je constate qu'ils ont tous une subvention de 500 €, sauf le comité de quartier La Pléiade, qui a une subvention de 1 400 €. Et je voulais savoir si ce comité de quartier avait quelque chose d'absolument exceptionnel par rapport à tous les autres. Eh bien, oui. Et comme on l'explique, pour pouvoir comprendre, parce que je ne suis pas au courant. Ensuite, moi j'avais quelques remarques, mais qui avaient déjà été formulées les années précédentes par moi-même ou d'autres conseillers municipaux, concernant notamment l'école talenceuse des sports motorisés, où nous avions dit que c'était... sponsoriser la pollution pour aller vite, même si c'est un peu simpliste et réducteur. On sait que c'est une occurrence qui a pu aussi participer de la paix sociale dans certains quartiers, etc. Enfin, on pourrait développer la question de façon un peu exhaustive, mais c'est une subvention de 10 000 € que je trouve importante pour ce qu'elle produit, à mon sens. Ensuite, je voulais manifester à nouveau mon opposition formelle à l'association de chasse de Villeneuve-d'Ornon et Talence. Je ne comprends pas très bien ce que la mairie de Talence, avec ses deniers, vient faire dans une association de chasse et qui n'est qu'à demi-talençaise et pour laquelle je n'ai absolument aucune affinité et je tiens à le répéter. Enfin, comme l'année dernière, je m'abstiendrai sur la subvention au yoga parce que je considère que le yoga n'est ni sportif ni très intéressant en soi. C'est un avis très personnel, mais je le renouvelle d'année en année de façon indéfectible. Et nous vous redisons de façon indéfectible que nous pensons le contraire. Y a-t-il d'autres questions? Juste pour répondre très concrètement, ce fameux comité de quartier fait faire des économies à la ville puisque c'est le regroupement de 3 comités de quartier. Et donc, plutôt que de faire verser 3 fois 500, nous lui versons 1 400 €. Donc, puisque vous le savez, nous avons une problématique malheureusement de bénévoles dans les associations, singulièrement dans les comités de quartier. Et la présidente de ce comité de quartier réuni a accepté de faire 100 € de réduction pour les 3 réunis. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont quelque chose d'exceptionnel et nous font réserver 100 € d'économie par an. Voilà. Et ils font surtout un très bon travail sur le terrain. Il y avait d'autres demandes de prise de parole? Oui. Monsieur le maire, chers collègues, moi je ne prendrai pas part pour l'Idi Loisirs. Très bien. Et dans le cadre du groupe, je vote pour ce qui concerne le métro. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais répondre à la question de Madame la conseillère départementale, et puis je voulais juste savoir si vous aviez des questions sur cette subvention, et après, comme en général, c'est toujours assez artistique comme vote, et puis il faut toujours qu'il y ait une subvention, une délibération qui nous permette de ne pas avoir un conseil à l'unanimité. On s'est dit que c'était bien de vous positionner là. Y a-t-il donc d'autres questions, mis à part des explications de vote? Bon. Et donc, pour revenir sur votre intervention, assertion plus exactement, Madame la conseillère départementale, je voulais d'abord m'étonner. Moi, je crois tout au contraire que de faire vivre des associations qui nous permettent de pouvoir faire vivre le débat sur les mobilités à très long terme, et c'est le cas de l'association du métro. Je rappelle qu'il y a une délégation métropolitaine et qu'il y a une étude qui est en cours, de faire vivre une association transpartisane, puisqu'elle est transpartisane. D'ailleurs, ce projet est soutenu par des mouvements très différents. Mais, Madame Kelly, si je vous réponds et que vous discutez en même temps, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Et par ailleurs, justement, vu que cette association n'est pas aidée par la métropole, dont c'est normalement la compétence,
Eh bien, oui, la métropole étant plus généreuse avec d'autres mouvements de mobilité, eh bien, la ville de Talence, mais ce n'est pas la seule, eh bien, fait le choix d'aider cette association dont le seul objet est de faire vivre le débat sur un projet auquel on n'a toujours pas répondu, en tout cas pas la majorité métropolitaine. Comment fait-on pour transporter 300 000 personnes de plus par jour dans les transports à horizon de 15 ans, étant donné qu'on ne mettra pas tout le monde sur des pistes cyclables. Et donc, la réponse à cette question nous sera apportée dans le cadre de cette étude. Il y a sûrement là des éléments d'objection. Je n'ai jamais trop bien compris pourquoi un projet aussi vertueux était aussi parfois analysé de façon aussi dogmatique, mais je suis très fier que la ville, effectivement, propose ce soutien à une association, je le rappelle, transpartisane. Eh bien, celles et ceux qui sont pour ou contre ce projet, sans même l'avoir étudié et sans même avoir les études préliminaires, sont décidément beaucoup plus forts que moi. En tout cas, vous aurez remarqué que nous n'avons pas aidé l'association de défense des intérêts du téléphérique, puisque ça nous semble être un projet, pour le coup, qui va être prochainement enterré et qui aura coûté beaucoup plus cher que les 1 000 € dont on parle aujourd'hui. Donc, les votes. Alors, Madame Kelly, Madame la conseillère départementale. Oui, vous ne répondez pas sur le fait que cette association ne dit pas comment elle a utilisé la première subvention qu'elle a eue il y a 2 ans, pourquoi elle ne rend pas un rapport d'activité et pourquoi il n'y a pas de dossier à la mairie de demande de subvention dûment argumenté. Alors, vous avez l'occasion, vous savez, ça me rappelle nos échanges que nous avions l'an passé, où vous nous disiez que le processus était opaque, qu'on faisait du clientélisme, etc. La Cour des comptes a dit justement exactement le contraire, voyez-vous. Donc, elle a estimé que la façon dont on donnait les subventions était de façon particulièrement pertinente. Donc, vous voyez, comme quoi vous avez le droit d'avoir votre analyse, la Cour des comptes en a une autre. Donc, je vous propose d'avoir vos votes. Alors, Madame Rami, vous voulez dire les votes pour tout le groupe ? Je vais donner la parole à Sophie qui voulait s'exprimer. Pardon. Excusez-moi, je suis aussi à la Fédération des comités de quartier, donc je ne prendrai pas part au vote pour la Fédération des comités de quartier. Oui. Et puis, par rapport à votre observation, parce que je n'avais pas répondu sur la prévention routière, c'est une aide pour l'association. On ne fait évidemment pas que ça. Je rappelle par exemple que dans le cadre de la journée du vélo qui a eu lieu, et tout ce qui est fait notamment par la police municipale, il y a plein d'autres actions qui sont faites, mais qui ne sont pas valorisées au travers de l'aide d'une association. Il serait faux de penser qu'on ne donne que 80 € à la prévention routière. On fait beaucoup d'autres choses, mais pas sur l'association. Alors, Madame Rami, vos votes, s'il vous plaît. Oui, avant les votes, je voudrais rectifier quand même tout le monde sur les pistes cyclables et être bien sûr que vous avez bien compris le schéma des mobilités, vous avez bien compris je l'ai bien compris, je t'ai voté contre. De la multimodalité, oui. Pas que du vélo, oui. On est bien d'accord, ok, très bien. Oui, oui. Après, sur les votes... J'espère que vous avez vu, ma chère collègue, que... J'espère juste que vous avez... On a parlé tout à l'heure d'un article dans Sud-Ouest, j'espère que vous avez vu que vous avez quand même réussi à faire de Bordeaux la ville la plus embouteillée de France. Mais ça, je l'ai vu aussi. Pourquoi vous dites vous ? Ah ben vous, c'est vous qui avez en charge les mobilités. Pourquoi vous dites vous ? En l'occurrence, je n'ai pas voté pour ce schéma. On fera un débat plus tard, on va y aller pour les votes. Je veux bien. On est d'accord parce que c'est du Dites-moi tout. Alors, je pense qu'on va parler au tour de rôle. D'accord, très bien. Moi, je vais voter... Donc là, vous parlez que pour vous et pour Madame de Marco, je suppose ? Exactement. Parfait. Donc, contre métro. Très bien. Pour l'enjeu, non pas pour la question de l'association, c'était pas la question, contre le TSM et contre la chasse, l'association de Parfait. chasse. Madame la conseillère départementale. Contre l'association de chasse, contre Métro de Bordeaux, contre Sport Motorisé et contre ODP. Très bien. Voulez-vous nous expliquer pourquoi ? Je crois qu'on a eu pas mal de débats sur... vous n'étiez pas encore conseiller départemental, donc c'est pour ça que... Ça ne change absolument rien. Je suis ici en tant que conseillère municipale. Vous êtes aussi conseillère départementale, de la même façon que j'ai dit monsieur le sénateur, qui est ici conseiller municipal. J'ai toujours dit que ce festival n'avait pas lieu d'être dans ce parc, c'est à ce titre-là. Je maintiendrai. Et donc, depuis l'année dernière, je vote contre la subvention pour bien vous signifier mon opposition à la localisation. D'accord ? Mais sentez-vous libre de nous donner une autre localisation à Talence qui pourrait l'accueillir. Vraiment. Monsieur Joliot. Alors, contre l'association de chasse de Villeneuve-d'Ornon et de Talence, contre l'association Métro de Bordeaux, contre l'école talençaise des sports motorisés et abstention concernant l'Union sportive Talence Yoga. Ah, abstention, c'est bien, Xavier, parfait. C'est le chemin de la voie de la rédemption. Très bien. Alors,
ma chère collègue, je vous en prie. Oui, je vois qu'au bout de 10 ans, beaucoup d'associations continuent à exister et Tant mieux. je suis tout à fait contente. Néanmoins, depuis 10 ans, mon point de vue sur la chasse n'a pas évolué et donc je vote contre Très cette bien. subvention. Que contre la chasse, Madame Roset? Ah oui, oh là, il y avait le métro, c'est vrai. Ah, mais je ne sais pas, cette Et association ce que n'existait vous pas il y a m'avez dit 10 ans. tout à l'heure, ça m'a décidé de c'est C'est contre vrai. l'association de veto, tout à fait. Ah ben très bien alors. Et l'école d'Alençès des sports motorisés, j'ai évolué un peu. Donc vous êtes pour la subvention? Oui, ça va. Très bien. Monsieur Perrelongue. Alors, contre l'association Métro, contre vous aussi. l'association Très bien. ETSM, Très bien. je m'arrêterai là. Très bien. Madame Grélard-Nedelec. Voilà, ouais, merci. Contre l'association Métro, contre le TSM, et je me déporte pour l'association des jumelages. Des jumelages. Monsieur Bardin. Pour tout. Et un peu de sagesse sur le métro avec monsieur... Je vous en prie, chers collègues. Bien. Alors moi, bien évidemment, je suis pour l'association du métro et je trouve qu'effectivement, je ne sais pas où on fera et comment on fera d'avoir 300 000 déplacements supplémentaires si on n'a pas de moyens alternatifs. Et je rappelle que le métro n'est pas en surface, mais il est enterré. Donc c'est un peu un paradoxe et certainement qu'au sein du groupe, on a quelques difficultés à s'entendre sur la pertinence ou pas de ça. Et pour le reste, la chasse contre, motorisée contre, bien évidemment. Et le groupe majoritaire, moyennant les votes que j'ai donnés, ainsi que les autres conseillers municipaux, vote pour les subventions. Je vous remercie. Pardon? Donc, je faisais un aparté en disant que le métro a été étudié déjà il y a 40 ans, puis il y a 30 ans, et que le sous-sol n'a pas changé depuis, que je sache. Alors, les technologies ont quelque peu Les technologies évolué ont un quand peu même. changé, mais les coûts se sont envolés. Je voudrais juste vous dire, oui, c'est à se demander comment font les autres métropoles pour en réaliser un, y compris des plus petites que nous. Je voulais vous citer l'exemple de Rennes. On ne fera pas un débat sur le métro. Je voudrais juste rappeler que ce groupe, comme l'étude à Bordeaux Métropole, demandée par le président Ziani et confirmée par Madame la présidente Bost, vise à étudier la faisabilité technique et financière. Ce que l'on sait déjà, c'est que c'est un projet cher. Oui, ça c'est une évidence, qu'il n'y a absolument aucune incompatibilité technique. Il y a des tuyaux plus grands que le métro, notamment pour les évacuations d'eau qui passent. Et donc, je repose la question, sauf si jamais on est contraint à une certaine forme de décroissance qui plaira à certains incontestablement, ou qu'on habite, ou qu'on a la chance d'habiter la ville-centre et de travailler dans la ville-centre, il n'est pas fait mention de comment résout-on ce mur des mobilités à 15 ans. Comment résout-on l'extrême faiblesse de notre réseau qui, vous le savez, ma chère collègue, passe par le pont de Pierre. Si demain le pont de Pierre, qui n'est pas de première fraîcheur, présente des difficultés, il n'y a plus de réseau de tramway, ou quasiment plus, sur la rive gauche. Et par ailleurs, comme l'a dit M. Bimboire, mais une fois n'est pas coutume, je serai fortement d'accord avec lui, eh bien, c'est le seul mode qui d'abord permet de faire des économies en bilan carbone, parce que c'est le seul mode qui est créditeur, et par ailleurs, le seul mode qui passe dessous, c'est-à-dire qui permet de libérer de la place en surface. Il a beaucoup de défauts, il a aussi beaucoup de qualités. Je ne permettrai en revanche jamais qu'on puisse définir déjà des diagnostics, alors qu'il y a des boîtes dont c'est le métier, qui n'ont même pas rendu le leur. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut demander des groupes de travail, des éléments d'études, etc., et condamner un mode de transport sans même l'avoir étudié. C'est quelque chose qui me perturbe et me perturbera toujours. Mais ça a été étudié il y a plus de 40 ans. Ça a changé depuis. Vous savez, le tramway, avant de revenir, il avait été enlevé de Bordeaux Métropole. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne l'a pas remis. Oui, mais les sols, eux, n'ont pas changé. Et non. Nous votons là contre une association de lobbying. Ce qui, c'est pas qu'on vote contre d'étudier le projet. Ne confondons pas les choses. Ce n'est absolument pas une association de lobbying, c'est une association de gens qui sont là pour essayer de faire vivre le débat. Il faut leur reconnaître. Écoutez, vous ne pouvez pas demander de la participation citoyenne et le débat démocratique permanent et reprocher à les citoyens de s'engager quand même. Bref, nous ne serons sûrement pas d'accord sur le métro et il n'est pas interdit un jour de penser que les urnes départageront tout ce petit monde. Eh bien, je vous remercie et on passe à la suivante. Dimension 9, mise en vente d'une partie du bien situé 1 rue Gutenberg, cadastré AK 193.
Alors, nous avions déjà délibéré sur ce sujet en septembre à travers de la vente de 2 lots. Je vous avais indiqué à l'époque qu'on discutait avec le riverain immédiat et que les négociations n'avaient pas été au bout. Et donc, il a confirmé son souhait de pouvoir récupérer de mémoire 3 mètres de large, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, une contenance de 57 mètres carrés au prix de 740 €, soit une somme de 42 180 €. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes? Pour, à l'unanimité, je vous remercie. Signature d'un avenant à la convention de prise en charge des frais de déplacement d'installation d'éclairage public à l'occasion d'un chantier situé au 203 route de Toulouse. Il s'agit donc d'une délibération assez habituelle, toujours des questions d'éclairage public pour lesquelles nous avons la compétence. Et donc, comme nous agissons pour un tiers, nous fixons les modalités de remboursement de ces différents travaux. C'est la délibération qui vous est proposée. Y a-t-il des questions? J'en vois pas. Pour, à l'unanimité, je vous remercie. Signature d'une convention de servitude de passage de canalisation d'eau pluviale et d'eau usée au profit de la société Domo France sur les parcelles AZ 646, AZ 643 et AZ 644. Voilà, vous savez, nous avons racheté une grande partie de l'espace en bas de la résidence Crespi et il convenait de passer une convention de servitude pour une grosse canalisation qui passe à cet endroit-là, de manière à ce qu'elle soit bien spécifiée dans l'intégralité des actes. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Pour, à l'unanimité, je vous remercie. Une délibération rapportée par M. Herchouk. Convention de partenariat, association Rock et Chanson, SMAC d'agglomération. Merci. Peut-être en complément. Vous dire aussi que ce projet, il a été soutenu dans le cadre de la politique de la ville parce qu'il répond à différents critères, notamment l'ouverture culturelle et l'insertion sociale des jeunes, notamment ceux éloignés des dispositifs de droit commun. Voilà, et puis une collaboration avec le service jeunesse, un Get Lucky, donc, pour ceux qui n'ont pas fait anglais LV1, avoir de la chance. Pardon, monsieur Alain Casabonne, pour l'anglais. Voilà, donc il propose tout un tas d'actions, des ateliers, des rencontres avec des intervenants musicaux, des podcasts, etc., des choses qui pourront permettre aussi à ces jeunes d'acquérir aussi des compétences qui pourront, je pense, réinvestir dans leur vie de tous les jours. Au-delà du rayonnement évidemment métropolitain, il est très important, et je salue le travail de l'association, effectivement, d'être en lien avec les attentes du quartier et des jeunes. Donc voilà, et de vous préciser qu'on appelle Rock et Chanson l'inconnu depuis très longtemps, mais que l'association s'appelle toujours Rock et Chanson, d'où le terme dans la convention. Y a-t-il des questions à Madame Grélin-Délec? Pas vraiment une question, mais juste souligner le dynamisme et l'inventivité de cette équipe de professionnels et de bénévoles qui organisent et qui soutiennent Rock et Chanson. Je vous rejoins, ma chère collègue. Madame Ramy? Oui, je voulais dire ça, effectivement. Souligner l'importance de cette délibération, de cette convention qui appuie bien et qui valorise l'animation que l'on a dans les quartiers, ce qui permet d'offrir une offre très diversifiée sur ce quartier et aussi de faire une complémentarité avec ce qu'offre l'école de musique de Talence. Donc on a un panel assez varié et je trouve ça assez intéressant. Je suis d'accord avec vous. Monsieur le sénateur. Oui, le projet est sûrement intéressant, j'allais dire it is so charming, mais la question que je me pose, est-ce que ça s'associe avec la music school? Et que veut dire Jet? C'est pas l'apéritif, Jet. Jeff Lucky. Avoir de la chance. Ah oui, yes, I understand. C'est le titre des Daft Punk. Ils auraient pu mettre... Au Sénat, nous défendons la langue française. Voilà. On est contre les coworking, on préfère le partage de travail, on préfère les open space. Voilà. Voilà, c'est comme ça que la France perd son langage. Monsieur Bimboire.
Oui, je tenais également à valoriser le travail effectué par Roque Janson depuis tant d'années, surtout dans la diversité et en fait dans le but de permettre à certains d'avoir des acquis et des compétences. Et je peux que m'en féliciter et franchement, c'est une très bonne équipe. Monsieur Herchouk, pour conclure. Si je peux me permettre en complément, souligner aussi le travail que mène aussi toute l'année le service jeunesse, dans ce domaine-là, à essayer justement de diriger une partie des jeunes, notamment les plus éloignés, vers les dispositifs de droit commun et puis les projets comme celui-ci. Voilà. Et le tiers-lieu, en face, la ressource, qui donc permet de faire aussi des passerelles. Donc les votes pour à l'unanimité, moyennant tout cela. Je ne vais pas le faire en anglais. Merci beaucoup. Délibération concernant les ressources humaines rapportée par Madame Thomas Pitiot. Une réhabilitation de la rémunération du poste d'administrateur CIGB et portail de la médiathèque. Mes chers collègues, je vous propose qu'on regroupe comme d'habitude mes délibérations. Donc on va commencer effectivement par la délibération numéro 13. Le conseil municipal en décembre 2023 avait autorisé la reconduction du poste pour 2 ans et 8 mois. Lors de cette reconduction qui permettait à l'agent de prétendre à un CDI, il n'y avait pas eu de réévaluation. Je vous la propose ce jour afin d'assurer une égalité de traitement et une cohérence avec les autres agents de ce service de la médiathèque. Ensuite, la délibération suivante, il s'agit d'un recrutement d'un enseignant de discipline artistique au sein de l'école de musique afin de remplacer l'agent titulaire de ce poste et répondre aux besoins des usagers de cette école. Je vous propose d'ouvrir le poste en tant que fonctionnaire ou contractuel de catégorie B en fonction des candidatures que nous recevrons. Délibération suivante, la numéro 15. Nous sommes sur le recrutement d'un agent administratif chargé d'accueil au sein de l'école de musique également. Là, on fait face à un départ à la retraite de l'agent titulaire de ce poste. Et je vous propose d'ouvrir ce poste en catégorie C, fonctionnaire contractuel. Délibération suivante, nous sommes sur un recrutement d'un jardinier au service des espaces verts pour faire suite à une mise à disponibilité de plus de 6 mois de l'agent titulaire du poste. Ce poste sera ouvert en catégorie C. Enfin, la création de 2 postes au sein du service des ressources humaines. L'un pour le remplacement d'une très chère collaboratrice au service de la paye, une importance capitale, et également un poste pour un nouveau besoin suite à la réorganisation du service, avec l'arrivée maintenant, il y a quelques mois, de la nouvelle directrice des ressources humaines. Merci à vous. Y a-t-il des questions sur l'une de ces 5 délibérations? Non. Vos votes pour à l'unanimité? Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Larose, convention de partenariat avec l'association de formation BAFA, VALT. Monsieur le maire, chers collègues, depuis 2009, le service jeunesse et vie étudiante de la ville de Talence propose un calendrier de formation BAFA permettant aux jeunes talancés un accès facilité à cette formation. La formation aux fonctions d'animateur permet aux jeunes dès 16 ans d'accéder à un premier emploi. C'est également très valorisant. Afin de consolider cette action à destination des jeunes et de poursuivre notre soutien à leur démarche de formation et d'émancipation, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention jointe et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette dernière. Merci. Vous dire que au cours de l'année passée, c'est 40 jeunes qui se sont inscrits aux formations du BAFA pour 40 pour le BAFA. Donc, c'est du concret. Y a-t-il des questions? Monsieur Bamboire. Juste une remarque, là aussi, il est important de rappeler que cette convention de partenariat, elle est pertinente quand on connaît le coût, effectivement, de la formation d'un BAFA. Et je trouve que ce que fait la ville de Talence pour ces 40 jeunes, donc c'est très bien, c'est vraiment pertinent et efficace. Mais pas que pour eux, mon cher collègue. Monsieur Joliot.
Oui, comme David, je voulais souligner la pertinence d'un tel dispositif. Je trouve que c'est une chose intéressante. Je ne sais pas si il y a autant de besoins qu'il y a pu exister en termes de jeunes avec le BAFA, puisqu'on sait que maintenant les colonies de vacances, tout ça, c'est des choses qui reculent, mais ça restera toujours pertinent dans le cadre de la capacité à exploiter cette compétence sur du périscolaire, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est très bien. J'avais juste une question, c'était pour savoir pourquoi c'était avec cette association, VALT, que moi je ne connais pas personnellement. Est-ce que c'est lié à une histoire particulière est-ce qu'il y a une raison particulière Les conventions sont signées pour une durée de 3 ans de mémoire. Et donc là, c'est surtout les conditions tarifaires qui étaient proposées et les facilités offertes aux jeunes qui nous ont intéressés dans l'association VALT, qui fait des échéanciers de paiement tout à fait favorables aux jeunes, au-delà de l'accompagnement qu'on peut faire sur les subventions qu'ils peuvent avoir personnellement auprès du département, de la région et d'autres organismes. Donc c'est vraiment cette facilitation pour qu'ils puissent financer cette formation qui nous ont intéressés. Moi, ça fait quand même des années qui nous aide. Et puis, pour compléter votre propos, mon cher collègue, je pense qu'on arrive aussi à passer un message comme quoi, justement, on est au-delà de la simple colonie de vacances. On est vraiment sur un métier maintenant professionnalisant, avec des vraies perspectives aujourd'hui. C'est la raison, on en avait déjà discuté, c'est la de Mme Jeanne Salé, notamment, avec des créations de postes de directeur de temps périscolaire. Il y a vraiment aujourd'hui une vraie volonté de professionnaliser cette filière de manière à en faire des filières d'avenir compliquées d'un point de vue horaire, mais qui sont tellement importantes dans le continuum éducatif, notamment pour nos plus jeunes. Je vous en prie, Madame Rosé. Du coup, j'ai une question, parce que je sais, dans certaines mairies, on forme les agents de certains services qui travaillent dans les écoles, les ATSEM, ou ailleurs, au BAFA, avec des structures. Est-ce que nous, notre commune, organise la formation BAFA pour les ATSEM ou d'autres personnels? Parce que ça se fait maintenant couramment. Je suis présidente d'une association d'éducation populaire qui propose le BAFA. D'accord. Donc je le sais. Peut-être à avoir, parce que ça peut être très intéressant en termes de apprentissage ou retravail du lien avec l'enfant, du lien avec le jeune et autres, avec des méthodologies particulières. Alors, la réponse est non à votre question, mais vous pouvez vous rapprocher du directeur général. Il y a deux choses qui ne se changent. Pour l'unanimité, je vous remercie à toutes et à tous. Avant de vous laisser, je voudrais vous signaler que le prochain conseil municipal sur lequel nous aborderons le délicieux et consensus sujet du budget se déroulera le lundi 17 février. Lundi 17 février à 18h. Je vous remercie. La séance est levée.